C'est le jour de la Saint-Valentin 2026. Vous êtes sur un bateau au large de Bali, l'un des plus beaux endroits sur Terre. L'eau est d'un turquoise impossible. Le soleil éclaire tout à la perfection. Votre copine rit, ce genre de rire que vous voulez entendre pour le reste de votre vie. Vous êtes avec des amis, vous êtes jeune, vous avez de l'argent, vous avez du temps. C'est un moment dont beaucoup rêvent, mais vous le vivez vraiment. Puis votre copine sort son téléphone, prend quelques photos et les publie sur son Instagram devant 200 000 abonnés qui vont tous voir à quel point votre vie est parfaite en ce moment. La légende, un cœur noir et les mots « je t'aime » tous les jours. Les gens scrollent et sourient. Joli couple, beau décor, chanceux. Mais quelque part, quelqu'un d'autre voit ce post. Et cette personne ne sourit pas pour la même raison. C'est là que notre histoire commence. Mais elle finit très différemment. 11 jours plus tard, avec un corps mutilé dispersé en morceaux sur la côte de Bali. Bienvenue sur les Chroniques du Mal. Le jeune homme sur ce bateau s'appelait Igor Komarov, 28 ans, ukrainien. Sa copine, Yeva Michalova, est une influenceuse beauté et mode qui travaille comme mannequin et documente sa vie en temps réel pour ses 240 000 abonnés fidèles sur Instagram. Chaque voyage, chaque repas, chaque coucher de soleil. Le couple et un groupe d'amis avaient voyagé à Bali pour des vacances. Chaud, magnifique, apparemment loin de tous les problèmes qu'ils avaient chez eux. Et pendant un après-midi, c'était exactement ça. Mais la Saint-Valentin allait être le dernier jour où les choses semblaient normales pour Igor Komarov. Le lendemain matin, le 15 février, Igor et ses amis roulaient en scooter à travers Jimbaran, un quartier balnéaire populaire auprès des touristes russes et ukrainiens. Selon les médias locaux, le groupe de 4 avait prévu de monter dans une zone vallonnée pour apprendre à rouler. Un plan simple, décontracté, sans risque. Et puis, de nulle part, un Toyota Avanza noir et 2 motos sont apparus et se sont resserrés autour d'eux. Un convoi coordonné se déplaçant avec une précision militaire. L'un des amis, Alexandre Yermak Petrovski, a vu ce qui se passait à temps et a réussi à s'échapper avant qu'il ne se referme complètement. Il a survécu. Igor, non. À un moment, Igor roulait en scooter sous le soleil de Bali. Le suivant, il avait disparu. L'un des autres amis a remarqué qu'Igor s'était simplement volatilisé en pleine route. Quand Alexandre a signalé l'incident à la police, les enquêteurs ont immédiatement vérifié les caméras de surveillance de la zone et ont trouvé des images du même Avanza noir avec les 2 motos, transportant Igor vers une villa de luxe à Tabanan sur la côte ouest de Bali. Mais quand les policiers sont arrivés à la villa, elle était complètement vide. Pas de gens. Juste un téléphone, un sac qu'on pensait appartenir à Igor et des traces de sang. Avant d'aller plus loin, il faut se poser la question. Qui était vraiment Igor Komarov? Et pourquoi quelqu'un se donnerait-il autant de mal pour le kidnapper? Igor était le fils de Sergueï Komarov, une figure puissante et très bien connectée de Dnipro, en Ukraine. Un homme dont le nom apparaissait régulièrement dans les médias locaux en raison de son influence dans les affaires et de ses liens avec des figures politiques au plus haut niveau. Beaucoup de rapports le liaient aussi au monde criminel. Les médias l'appelaient un boss de la mafia et un seigneur du crime. Bien que, pour le record, il n'ait jamais été condamné pour aucun crime. L'ami d'Igor, Alexandre Yermak Petrovski, celui qui s'est échappé, est dit être le fils d'une autre figure notoire, Alexandre Narik Petrovski, qui a une réputation similaire à celle de Sergueï Komarov. Et avec ce contexte, soudainement, un post Instagram romantique de la Saint-Valentin commence à ressembler à autre chose. Une piste de miettes de pain. Un cadeau pour des gens qui avaient déjà décidé ce qu'ils voulaient faire d'Igor Komarov. Des gens qui attendaient le bon moment pour le trouver quelque part loin de chez lui. Quelque part isolé. Quelque part où il ne pourrait pas appeler de faveur. Le post de Yeva leur a donné exactement ça. Pas juste la confirmation qu'il était à Bali, mais sa localisation précise dans Bali, son itinéraire et l'assurance qu'il était détendu et sans méfiance. Yeva avait même inclus un tag de géolocalisation. Les experts en sécurité mettent en garde depuis des années contre les dangers de la publication en temps réel. La copine d'Igor, semble-t-il,
ne le savait pas ou ne l'a pas pris au sérieux. Tout ça pourrait être mis sur le compte d'une coïncidence tragique. Mais ensuite, la vidéo est arrivée. Dans les jours suivant la disparition d'Igor, un clip perturbant a commencé à circuler sur la chaîne Telegram MASH. Igor était à peine reconnaissable. Son visage était gonflé et couvert de bleu. Il avait du sang séché sur la peau. Son bras gauche ne se terminait plus par une main, mais par un moignon bandé et sanglant. Le message était adressé à sa famille, spécifiquement à son père. Igor a fixé la caméra et a parlé pendant 3 minutes entières avec le ton creux et mesuré de quelqu'un qui choisit chaque mot sous une contrainte extrême. Il a dit qu'il avait aussi été drogué de force. Dans ce monologue, Igor a décrit la torture qu'il avait endurée. Sa cage thoracique avait été frappée à répétition. Ses jambes étaient cassées. Certains de ses membres avaient été coupés. Il a dit que les gens qui le détenaient étaient connectés à une organisation criminelle ukrainienne et avaient accusé son père de les avoir escroqués. Que Sergueï Komarov leur avait volé 10 millions de dollars et que c'était leur façon de récupérer la dette. Les détails spécifiques de cette supposée fraude sont inconnus. Cependant, il y a eu des allégations non confirmées selon lesquelles les familles Komarov et Petrovski auraient des liens avec des centres d'appel frauduleux. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant différent. Une deuxième vidéo a aussi circulé en ligne. Dans cette vidéo, Igor lui-même semblait confesser qu'il dirigeait personnellement un réseau de centres d'appel frauduleux ciblant des citoyens russes, se faisant passer pour des agents de sécurité bancaire pour voler leur argent. Il gagnait prétendument 15 000 $ par mois, rien qu'avec l'un d'entre eux, le tout sous la protection de Narik Petrovski. Igor n'était peut-être donc pas juste un fils innocent pris dans le monde de son père. Il était peut-être un acteur direct. Bien que cette confession ait été faite sous une contrainte extrême, donc on ne peut pas la prendre pour argent comptant. Igor a dit quelque chose de presque insupportable. Une infection va commencer bientôt. Je suis juste en train de mourir. Il a dit à ses parents de ne pas interférer avec l'organisation qui le détenait. Pas d'intermédiaire, pas de police. Il les a suppliés de simplement régler l'affaire en silence, de payer l'argent et de le ramener à la maison. Il a dit qu'il leur donnerait tout. Il voulait juste rentrer chez lui. Que cet appel ait été entendu ou non, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que quoi qu'il ait été dit et fait, ce n'était pas suffisant. Le 26 février, des habitants près de la plage de Ketuel dans la régence de Djaniar ont remarqué quelque chose sur le rivage qui n'avait rien à faire là. La police a été appelée. Et ce que les enquêteurs ont trouvé a confirmé les pires craintes de tout le monde. Des restes humains dispersés en morceaux sur la zone. Une tête, un torse, des bras et des jambes, tous appartenant apparemment à la même personne. Le corps avait clairement été là plusieurs jours avant que quiconque ne le découvre. Et l'état humide de la zone avait accéléré la décomposition, rendant l'identification visuelle quasi impossible. Mais les enquêteurs avaient une autre piste. Des tatouages visibles sur les parties du corps ont conduit la police à suspecter fortement que les restes étaient ceux d'Igor. 6 échantillons d'os ont été prélevés, une molaire, une clavicule, un fémur, une côte, un doigt et un tibia, et envoyés au laboratoire national de médecine légale. Tous montraient des chromosomes XY, confirmant que la victime était un homme. Ces 6 échantillons ont ensuite été comparés au sang trouvé dans l'Avanza noire, au sang trouvé dans la villa à Tabanan et à un profil ADN de la mère d'Igor. Et basé sur le calcul de l'indice de parenté, la probabilité que les restes appartiennent à Igor Komarov était de 99,99%. Il avait été enlevé sur un scooter en plein jour, transporté dans une villa, retenu captif, torturé et tué. Il avait 28 ans. Maintenant, qui a fait ça? Avant même que les restes trouvés sur la plage ne soient confirmés comme étant ceux d'Igor, la police avait déjà trouvé une piste significative. Le 23 février, un homme identifié seulement comme C a été arrêté dans un hôtel à West Nusa Tenggara. Pas pour quoi que ce soit directement lié à l'enlèvement, mais pour avoir utilisé un faux passeport pour louer des véhicules. Spécifiquement, un Toyota Avanza noir et 2 motos auprès d'un loueur dans la zone de Badung. C a dit aux enquêteurs qu'il avait été payé 6 millions de roupies, environ 350 $,
pour louer ses véhicules au nom d'autres personnes en utilisant son nom. Il prétendait ne pas savoir à quoi les véhicules serviraient. Quand la police a vérifié les registres, elle a immédiatement reconnu la voiture et le numéro d'immatriculation. C'était exactement le même véhicule vu dans les images de vidéosurveillance du jour de l'enlèvement. Le GPS installé dans la voiture montrait que ce véhicule avait été présent exactement à l'endroit et au moment de l'enlèvement d'Igor. À partir de là, la police de Bali a élargi ses recherches et identifié 6 suspects étrangers supplémentaires, tous placés sur une liste de recherchés. La police a demandé des notices rouges Interpol pour soutenir une poursuite internationale. Il y avait une forte probabilité que 4 des suspects aient déjà fui vers d'autres parties de l'Indonésie, les 2 autres étant encore censés se cacher quelque part à Bali. Les autorités ont révélé que ces suspects étaient entrés en Indonésie en utilisant plusieurs passeports, certains détenant 2 ou même 3 identités différentes, rendant la vérification de leur nationalité extrêmement difficile. Un 8e suspect a aussi émergé. Selon une source proche de l'enquête, un ressortissant indonésien avait été arrêté non pas pour avoir participé directement à l'enlèvement, mais pour avoir émis le faux passeport de C. Cette affaire récente a jeté une ombre sur Bali, mais ce n'est définitivement pas la première fois que le paradis de l'île a été le théâtre de quelque chose de beaucoup plus sombre. Après le Covid, le gouvernement indonésien a ouvert ses portes au tourisme international. Mais au lieu de simplement stabiliser l'économie, l'île a commencé à être lentement occupée par des acheteurs internationaux et le nombre de crimes impliquant des ressortissants étrangers a augmenté de 45% en 2025. L'un des cas les plus choquants a été le meurtre de Živan Radmanović, 32 ans, un ressortissant australien. Radmanović n'était pas censé mourir cette nuit-là. Il était à Bali pour célébrer l'anniversaire de sa femme, Jasmine. Juste 4 personnes. Jasmine, sa sœur, le partenaire de sa sœur Sanar Ghanim et Živan. Ils séjournaient dans une villa avec une vue parfaite, célébrant ensemble. Mais la joie n'allait pas durer. Au milieu de la nuit du 14 juin, 2 hommes armés masqués ont fait irruption dans la villa et ont ouvert le feu. Les tirs n'étaient pas aléatoires. Les tireurs avaient une cible précise en tête. Živan a été touché et tué. Sanar a été abattu et battu, mais a survécu. Jasmine s'est cachée sous les couvertures. Sa sœur a immédiatement couru dehors en criant à l'aide. Pendant le procès, les 2 hommes ont confessé la fusillade et ont révélé qu'ils avaient été envoyés et payés par un homme australien dont ils ont refusé de donner l'identité. L'objectif était de menacer Sanar qui devait une somme importante à cet homme. L'un des tireurs a dit au tribunal qu'il était entré dans la mauvaise chambre, qu'il avait confondu Živan avec Sanar et que Živan s'était précipité vers lui avec quelque chose dans la main. Il a dit qu'il n'avait eu d'autre choix que de tirer. 3 impacts de balles, fatales. Les sentences ont été de 16 ans, chacun pour les 2 tireurs, et 12 ans pour le logisticien. La réaction a été vive. L'équipe juridique de Jasmine a publiquement déclaré que la peine révélait un écart profondément inquiétant entre la gravité de l'acte et la punition imposée. Bali se retrouve donc à un carrefour. Une île d'une beauté extraordinaire. Un endroit que des millions de personnes rêvent de visiter, maintenant portant un poids croissant de crimes violents. Une île où les touristes continuent d'arriver en nombre record et où, ces dernières années, certains visiteurs ont apporté avec eux une obscurité pour laquelle l'île n'était jamais préparée. L'affaire Igor Komarov continue de se dérouler. Des suspects sont toujours traqués à travers les frontières internationales. Le tableau complet, quel qu'il soit, n'a pas encore été révélé. Et tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Mais ceci est déjà clair. Un jeune homme de 28 ans s'est envolé pour Bali en vacances. Sa copine a posté une photo sur Instagram avec un tag de géolocalisation. Et quelque part de l'autre côté de l'écran, quelqu'un qui le cherchait a enfin su exactement où il était. C'est la finalité de comment tout a commencé. Un bateau, un ciel bleu, un post que 200 000 personnes ont scrollé sans y réfléchir une seconde. Et une personne qui n'a pas fait pareil. Après la disparition d'Igor, Yeva a posté une story Instagram de 2 ensemble avec les mots « Je sais que tu le verras ». Puis une autre vidéo d'elle en larmes avec les mots « Je reviendrai quand j'aurai la force ».
Quelle que soit l'opinion du public sur son rôle dans cette histoire, son chagrin, du moins publiquement, était visible. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur les Chroniques du Mal. Chaque semaine, on revient sur les affaires criminelles les plus marquantes. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-nous en commentaire quelle affaire vous voulez qu'on couvre dans la prochaine vidéo. Et si vous pensez que les réseaux sociaux sont un danger, partagez cette vidéo. On se retrouve très vite.